J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok ? J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Aujourd'hui, Du Biscuit se penche sur l'organisation de l'éducation aux médias et à l'information à Radio France. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique nous ramènera en 1971 dans les colonnes du magazine Le Nouvel Observateur. Avec le manifeste des 343, la question de l'avortement s'affiche en une de la presse. Nous en profiterons pour regarder d'autres initiatives féministes et engagées comme Prenons la Une et Les Expertes. Enfin, nous terminerons par voir comment les clubs de la presse peuvent s'engager dans l'émis avec le dispositif Esprit Critique. Le mot avortement était le mot le plus tabou de la langue française à l'époque, qu'on ne le prononçait pas, et que donc nous avons obtenu par la publication de ce manifeste qu'en 24 heures, le mot avortement, qui était caché, chuchoté parce qu'il faisait peur, devenait enfin un vrai sujet de société. On vient d'entendre dans cet extrait d'une vidéo de l'AFP, Claudine Monteil, qui était interviewée pour les 40 ans de la loi Veil. Claudine Monteil, qui était l'une des signatrices de ce manifeste des 343, paru le 5 avril 1971 dans le magazine Le Nouvel Observateur. À l'époque, 343 Françaises qui ont le courage de signer ce manifeste en disant « Je me suis fait avorter ». À l'époque, en 1971, l'avortement est illégal, donc il y avait un grand courage et puis il y avait un engagement de ce magazine qui permettait ainsi d'exposer tout simplement un fait de société et ça donnera un certain nombre d'avancées dans les lois quelques années plus tard. Et pourquoi cette mobilisation elle est vraiment restée dans les mémoires ? Il y a déjà le côté journalistes qui s'engagent sur cette question-là. C'est intéressant. On peut avoir les mêmes débats à l'heure actuelle sur le genre et sur les inégalités entre hommes et femmes, inégalités de salaire ou d'accès aux plus hautes fonctions, par exemple. Et puis, c'est aussi le début d'un mouvement qui va amener ensuite la mobilisation autour de la pilule, de la contraception, et puis l'adoption, bien sûr, en 74-75 de la loi Veil qui va dépénaliser l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Alors là, on a un rôle social qui est joué par un grand magazine et puis quelques voix, quelques grands intellectuels et surtout 343 femmes courageuses qui ont pris leur destin en main. Et tu voulais en profiter pour revenir sur les activités de l'association féministe Prenons la Une. Oui, Prenons la Une est une association féministe qui a été fondée en 2014 sous forme d'un collectif et elle est là pour œuvrer à une meilleure représentation des femmes dans les médias et l'égalité dans les rédactions parce qu'il y a encore de trop grandes différences de salaire entre les journalistes, hommes et femmes, et surtout un manque de femmes aux postes à plus haute responsabilité. Une autre initiative à saluer, c'est celle initiée par Les Expertes. Oui, alors Les Expertes, c'est une expérience complètement différente. C'est un annuaire gratuit en ligne, 100% numérique, mais vous allez voir qu'il y a vraiment un côté intéressant, c'est tout simplement comment proposer pour les journalistes des femmes qui sont compétentes et expertes sur toutes les questions. On a l'impression de voir toujours les mêmes experts, vous savez, ces hommes blancs de 50 ans qui sont là depuis des décennies sur les plateaux de télévision, de radio, et qui passent de l'un à l'autre, puisqu'il y a de plus en plus de talk-shows, tous ces rendez-vous de débats, parfois de pseudo-débats également. Eh bien, là, Les Expertes promettent de trouver des femmes qui sont bien évidemment compétentes dans leur domaine et qui vont permettre de changer un petit peu toutes ces figures qu'on a l'impression de revoir sans cesse et sans cesse. Aujourd'hui, dans Du Biscuit, Martin, nous allons revenir sur l'organisation de l'éducation aux médias et à l'information à Radio France. Oui, Radio France n'a pas échappé à la règle, Rémi. Les attentats de Paris en 2015 ont agi comme un véritable révélateur dans le groupe de radio publique, comme l'explique Christine Moncla, journaliste chargée des projets d'éducation aux médias et à l'information au sein du département éducation et développement culturel. Ça s'est surtout développé comme dans plein d'autres médias après 2015. Après les attentats de Charlie, l'hypercachère et du 13 novembre, parce que à ce moment-là, il y a eu un besoin, les profs ont exprimé un besoin de soutien pour répondre aux élèves qui posaient des questions auxquelles ils n'avaient pas les réponses, quoi. C'était toutes ces questions de remise en cause des faits et devant lesquelles ils étaient démunis.
Donc là, ils ont un peu appelé au secours les journalistes qui, jusque-là, n'étaient pas forcément toujours bienvenus dans les classes, ou en tout cas, ça le faisait pas forcément. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, France Inter a lancé Interclasse, et il y a eu justement des ateliers sur la rumeur, des ateliers sur l'information qui ont été montés à Radio France. Le projet Mon Micro Citoyen en local en a découlé aussi. Il y a ce besoin, moi c'est comme ça que je l'analyse, c'est ce besoin des enseignants d'avoir un soutien pour répondre à leurs élèves. Mais je pense aussi que s'il y a autant de journalistes qui s'y mettent, c'est parce que je pense que nous aussi les journalistes, on a besoin de défendre aussi l'information. Il y avait à Radio France des journalistes qui étaient déjà engagés bénévolement de leur côté. Ils ont continué bien sûr à le faire, mais c'est à ce moment-là, après les attentats de Paris, que les premières opérations structurées ont été lancées comme Interclasse, Mon Micro Citoyen. Christine Moncla en parlait, mais en interne, cela a quand même pris du temps. Depuis l'année dernière, le secrétaire général de l'information de Radio France, donc, qui chapeaute un peu toute l'organisation de toutes les rédactions, il a en charge l'éducation aux médias et à l'information. Mais c'est nouveau. Avant, il y avait personne qui l'avait vraiment en charge, et le département éducation et développement culturel, donc éducation parce que tout ce qui dépend du champ scolaire, développement culturel, tout ce qui dépend du champ social, on est vraiment dans le jargon institutionnel comme il faut, dépend de la direction de la musique. Parce que historiquement, ce sont les orchestres qui faisaient de la pédagogie. Et donc en fait, pendant des années, seuls les orchestres faisaient de la pédagogie vraiment à Radio France. Éducation à la culture, à l'art et à la culture. Et en fait, il y a quelques années, un peu avant, malgré tous les attentats, mais ça s'est beaucoup développé depuis, par le biais de rencontres de personnes qui bossaient avec des enseignants qui venaient du champ plutôt éducatif, qui sont arrivés dans cette direction-là, se sont développés autour des ateliers d'éducation à la culture, des ateliers plus portés sur l'éducation aux médias. Et quand ensuite les choses se sont amplifiées, il y a eu cette nécessité d'avoir quand même un journaliste dans l'équipe pour avoir un regard éditorial sur les choses. Et c'est là que moi je suis arrivée en mobilité dans ce service. Il y a donc officiellement plus de journalistes impliqués dans l'EMI à Radio France. Oui, enfin, pourrait-on dire. L'une des difficultés, bien sûr, c'est de commencer à faire bouger les lignes dans ces grands groupes, puisque Radio France, faut le rappeler, en 2018, c'est 4780 salariés, plus de 900 journalistes. En général, quand ça commence à se bouger, ça met du temps, mais après, une fois que c'est parti, c'est très bien. Christine Moncla, elle déplore à Radio France l'absence d'unité. Moi, ce que je vois, c'est que chaque chaîne a son projet d'éducation aux médias. France Bleu, Move, France Info, évidemment, qui est quand même celui qui a le premier depuis le plus longtemps, avec France Info Junior, vraiment dédié quand même à la fois des postes et du temps d'antenne à l'éducation aux médias. France Inter, et puis France Culture, qui s'adresse plus à un public lycéen et étudiant, avec les idées claires. Donc en fait, chaque chaîne a son projet, a sa couleur d'éducation aux médias. Et Radio France n'a pas de projet à Radio France. Radio France pourrait par exemple développer des outils pédagogiques d'utilisation de la radio en classe. C'est des pistes qui sont en cours à l'étude, quoi, en tout cas. Parce qu'en plus, les enseignants, ils demandent beaucoup justement d'outils, quoi. Et donc, pour aussi être présents partout, et pas seulement pour les écoles franciliennes qui ont la chance de pouvoir venir à la maison de la radio, c'est bien de pouvoir développer des choses sur le numérique pour ça. Il y a l'application France Info Junior qui est super, qui est déjà vachement utilisée. Donc après, voilà, il pourrait y avoir peut-être quelque chose de générique de Radio France avec, pourquoi pas, une déclinaison. On a commencé à réfléchir à des choses comme ça, avec une déclinaison sur une fiction radiophonique, utilité pédagogique, mode d'emploi, un documentaire, un magazine de débat, une émission de débat, un magazine de reportage, etc. Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus l'année dernière. Mais pour l'instant, la réflexion, elle est là. Pour l'instant, ça a été mis entre parenthèses tout simplement parce que j'ai dû m'occuper de plein d'autres projets, comme la semaine de la presse, Mon Micro Citoyen, et que j'ai pas eu le temps de continuer, et qu'il faut vraiment qu'on en discute de manière sérieuse avec tous les gens qui s'en occupent.
pour développer quelque chose qui soit pas forcément chaîne par chaîne, mais qui puisse être un peu transversal. Martin, il y a également d'autres manques. Oui, il y a déjà le manque de temps, on vient de l'entendre, mais il y a aussi des activités. Par exemple, notre invité en parlait, Mon Micro-Citoyen, une activité de France Bleu qui est développée dans les régions. Et parfois, ces ateliers ont été menés directement par le rédacteur en chef de la locale. Et le rédacteur en chef, il a surtout beaucoup d'autres choses à faire que de faire de l'éducation aux médias et à l'information. Alors s'il veut prendre le temps pour en faire, tant mieux, ça apportera la voix du rédacteur en chef, ça apportera ses compétences, mais la difficulté, c'est que souvent, l'année d'après, le rédacteur en chef, il dit non, moi je veux plus du tout le faire, ça m'a pris trop de temps, c'était trop compliqué, même si les projets sont super bien faits, super bien finis, c'est chronophage. Et puis les journalistes doivent être formés, encore une fois, c'est pas parce qu'on est rédacteur en chef qu'on va être meilleur pédagogue ou qu'on va savoir utiliser les outils qui ont été ou non développés. Parfois, quand ces opérations ne se rééditent pas, c'est plutôt dommage. Ce qui est dommage, c'est aussi d'envoyer parfois depuis Paris des journalistes qui vont venir intervenir en région, alors qu'il y a parfois des journalistes en région. On peut signer des CDD pour leur faire de l'éducation aux médias et à l'information. Les CDD d'une journée, Radio France est quand même habitué déjà à en signer pour l'antenne. Et puis, il faut aussi s'appuyer sur des bons outils pour travailler. Moi, je trouve qu'on manque d'outils, et on manque d'outils de formation à l'éducation aux médias, je dirais théorique, mais je trouve qu'on manque d'outils de médiation aussi, de médiation culturelle. Donc nous, nos ateliers pédagogiques, ils sont assurés par des journalistes quand c'est les ateliers France Info, et les ateliers Move Inside, parce que c'est des ateliers dans lesquels les enfants fabriquent une émission ou un journal, et que on leur demande justement de faire une hiérarchie de l'information, etc., d'avoir quelques bases. Mais d'autres ateliers sont assurés par des médiateurs culturels. Donc c'est pas du tout pareil. Et en même temps, je trouve qu'on a à apprendre les uns des autres, parce qu'ils ont une approche différente, qui va être moins journalistique, mais côté médiation, ils sont vachement bons. Et donc eux, ils pourraient aussi apprendre un peu de notre côté de méthode journalistique. Et nous, on pourrait apprendre de leur côté ce contact avec une classe, ce contact avec des élèves, avec des enseignants, ce lien à faire, ce repérage des éléments qu'il faut canaliser pour les mettre en avant, et de ceux qui... Enfin voilà, ça, on n'a pas ces billes-là. Terminer cet épisode du Biscuit, Martin, tu voulais revenir sur le rôle des clubs de la presse. Déjà, qu'est-ce que c'est un club de la presse et à quoi ça sert ? Et un club de la presse, c'est une association. On va en retrouver régulièrement dans des régions, dans des départements, dans des grandes villes. Et c'est un club qui est réservé aux journalistes, parfois aux communicants. On peut s'y retrouver pour parler de problèmes de la profession, comme la liberté d'expression, comme les salaires, les contrats, la difficulté de travailler. Il y a pas mal de pigistes qui utilisent ces clubs de la presse pour former une espèce d'ensemble de pigistes, un réseau pour se travailler, se soutenir, etc. Et ces clubs de la presse, c'est autant d'interlocuteurs pour faire de l'éducation aux médias. Alors justement, en matière d'éducation aux médias, que font ces clubs de la presse ? Ils font un petit peu tout. Il y a souvent des ateliers qui sont proposés sur les sites internet des clubs de la presse. On peut aller regarder et chercher ces différents sites pour voir là un atelier sur les fausses nouvelles, là la proposition d'intervention pour la semaine de la presse, etc. Et puis il y a aussi des choses qui sont parfois un peu plus structurées. Un exemple pourrait être le club d'Occitanie qui a mis en place une opération baptisée Esprit Critique. Oui, c'est une opération qui est mise en place par le club, et puis c'est une opération qui va permettre à des jeunes d'aller se frotter à l'esprit critique. Tout d'abord, le club de la presse n'agit pas seul. Ils ont rencontré un peu les représentants du milieu associatif, du département, de la ville, de la région. Et en fait, ils se sont posé la question, c'est en Occitanie, ils se sont posé la question en se disant pourquoi il y a tant de jeunes de la ville de Lunel, cette petite ville, qui sont partis faire le djihad. Donc, ils avaient un questionnement sociologique. Alors derrière, il y a aussi la question politique. On a toujours, c'est toujours difficile de parler de déradicalisation quand on fait de l'éducation aux médias, à l'information. Donc il n'y a pas du tout que ça dans ce projet. Il y a d'autres objectifs, l'esprit critique, la valorisation du travail en équipe, la vérification d'informations, etc. Mais ça, c'est un dispositif qui est porté par ce club de la presse, qui fonctionne plutôt bien, qui a connu plusieurs évolutions, puisqu'il est né
à partir de 2016 et ça permet sur des différents formats, 2 heures d'intervention, d'avoir des journalistes qui peuvent venir pour aider à comprendre la cybercriminalité, la géopolitique, l'histoire du dessin de presse. Voilà, on retrouve un peu toutes les thématiques, mais là, l'offre du Club de la presse d'Occitanie est beaucoup plus fléchée grâce à cette opération Esprit critique. Merci beaucoup Martin, c'est tout pour cet épisode. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio. Et avec Martin, on vous dit à très bientôt. Salut Rémi. Vous pouvez retrouver Du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.